C'est pas la semaine des 35 heures, c'est beaucoup d'abnégation, mais il y a un certain nombre de choses que vous pouvez déjà faire, interroger des experts ou autres, ce qui vous permet d'éviter de faire fausse route d'emblée. Donc c'est cette humilité, ce pragmatisme, cette écoute qui fait vraiment toute la différence. À un moment donné, ça donne des entreprises juste fantastiques où, encore une fois, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Bonjour à tous et à toutes pour le premier épisode de Déclic, le podcast qui vous accompagne au quotidien. Aujourd'hui, on va entamer un sujet très important pour toutes et tout porteur de projet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver l'idée qui vous ressemble pour démarrer votre activité. Pour en parler aujourd'hui, on a un invité si spécial pour nous, avec 35 ans d'expérience, un professeur d'HEC Paris, spécialisé en innovation en stratégie et finance entrepreneuriale. Aujourd'hui, il est avec nous, le docteur Étienne Krieger. Bienvenue. Bonjour Alima et bravo tout d'abord pour le thème de cette conférence qui est un thème particulièrement pertinent. Alors je vais développer le sujet sur 4 points, mais effectivement il est essentiel de trouver une idée qui nous ressemble vraiment, puisque généralement le développement d'une entreprise c'est quelque chose qui va prendre des années. Pour les startups les plus successful, les plus à succès, le délai moyen pour être cédé c'est 9 ans, donc c'est dire si c'est un long chemin. Donc je vais développer 4 points. Le premier, c'est la compatibilité du projet avec votre Ikigai. Oui. Le deuxième, c'est le travail de terrain. Le troisième, c'est le fait de formuler une véritable proposition de valeur. Et en bonus, le quatrième point sera, j'insisterai sur l'équipe, puisque c'est rarement un travail isolé. Alors le premier point, l'ikigai, vous avez sans doute entendu parler de ce concept japonais qui vient de la notion de raison d'être et qui justement fait écho à la nécessité de trouver une activité qui vous ressemble, en l'occurrence ici une idée de création d'entreprise. L'ikigai est à la conjonction de 4 points, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Et donc autant passer assez rapidement la multitude d'idées qu'on peut avoir au crible de ces valeurs et au crible de ces différents points. C'est relativement facile d'aligner 2 ou 3 planètes, mais les 4, encore une fois, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on a trouvé ça, on n'a vraiment pas l'impression de travailler, puisqu'en fait, on est en phase avec sa propre existence. Donc, l'ikigai est quelque chose d'extrêmement important, quelle que soit finalement votre activité, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez prof à HEC, ce qui est évidemment le plus beau métier du monde, que vous soyez médecin, infirmière, enfin, il y a plein d'activités et ça correspond à ce qui vous fait vibrer vous. Le deuxième point, c'est ce travail de terrain. Alors, il y a bien sûr tout un tas d'études, multi-clients ou d'enquêtes, mais il faut vraiment aller sur le terrain, observer, voir les idées pas ou mal, les problèmes pas ou mal résolus par les offres existantes. Et c'est à partir du moment où il y a une offre incomplète, où il y a un réel besoin, si on trouve une solution, effectivement, on va créer de la valeur. Donc ce travail d'exploration nécessite juste d'ouvrir ses chakras, d'écouter les gens, de regarder ce qui ne fonctionne pas, d'écouter les silences de vos interlocuteurs et d'essayer de voir ce qui fonctionne pas bien. Et c'est ce travail systématique qui vous permettra d'ouvrir et de fermer des portes, mais quand certaines personnes me disent j'aimerais bien créer, mais j'ai pas de bonne idée, j'ai pas d'idée, mais des idées, vous en avez des dizaines ou des centaines par jour. C'est un point, c'est un état d'esprit, mais donc il faut vraiment faire un travail rigoureux pour essayer d'identifier un problème aigu, pour essayer d'éviter le syndrome du nice to have, c'est chouette, mais est-ce que vous pouvez payer pour ça? Ben non, je peux pas, j'ai piscine. Le troisième point qui fait écho au deuxième, c'est effectivement d'élaborer une véritable proposition de valeur, une véritable solution. Donc on a identifié le coût du poison et on a mis au point un antidote qui a une énorme valeur aux yeux d'un certain nombre de clients potentiels, d'utilisateurs potentiels. Et donc ce travail de proposition de valeur, qui a fait l'objet d'ailleurs de la thèse en sciences de gestion de mon collègue Frédéric Iselin, est un travail qui permet d'éviter des fausses solutions ou des solutions à la recherche d'un problème. Encore une fois, cette valeur perçue et la différence entre les bénéfices perçus et les sacrifices perçus, le fait de pouvoir changer son habitude. Et donc ça aboutit à tester des offres, à maqueter cette offre et à regarder comment les gens réagissent. Et la proposition de valeur, ça sera la différence entre
maintenant avec ma solution et avant sans la Oui. solution. Et si cette différence engendre des gains de temps, des gains d'argent, de confort ou autre, là, on construit sur du solide. Le quatrième point, qui est également essentiel, est celui de l'équipe. On aura peut-être l'occasion de le développer à l'occasion d'un autre podcast, mais j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs. Effectivement, les 35 ans, ça m'a permis de côtoyer des milliers d'entrepreneurs. Et la création, l'entrepreneuriat est rarement un sport individuel, c'est un sport collectif. Vous êtes parti pour longtemps, autant faire quelque chose que vous partagez avec quelqu'un qui est complémentaire en termes de compétences et de tempérament. J'ai vu des gens brillants s'essouffler en étant trop tout seul, parce qu'il y a une charge mentale, il y a des moments de solitude, de stress, parfois au sein de la même journée. Et donc le fait de travailler avec quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui est complémentaire, quelqu'un avec qui vous allez partager les corvées et où 1 + 1 va faire 3, comme dit un ami financier qui est un entrepreneur émérite. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de trouver une équipe. Donc ces 4 points, encore une fois, Ikigai, ensuite travail de terrain, travail systématique de terrain, élaboration, formulation d'une proposition de valeur et travail d'équipe au sens large, les associés, le comité stratégique. Voilà. Oui, bien sûr, en fait, 1 + 1 est égal pas 2. C'est un effet de synergie, ça Ouais. c'est sûr. Mais en fait, durant votre parcours, vous avez sûrement rencontré des gens qui sont animés par l'envie d'entreprendre, qui sont ambitieux, mais qui n'ont pas d'idée. Selon vous, en fait, pourquoi les gens ils ont ce blocage-là? Il peut y avoir des inhibitions, il peut y avoir un défaut de méthode. On ne sait pas par où commencer, on ne se pose pas les bonnes questions, mais une fois qu'on a ça en tête et qu'on n'a pas une solution toute faite à la recherche d'un problème vague, une fois qu'on a cet état d'esprit, ce mindset entrepreneurial, des idées, il y en a vraiment plein. Et la nécessité, c'est de se focaliser à 80% sur quelque chose et continuer à explorer sur 20% ou faire du développement. Et à partir du moment où on a commencé à développer cette entreprise, la nécessité, c'est effectivement de se focaliser, de ne pas se disperser. Mais les raisons du blocage, est-ce qu'il y aurait du syndrome de l'imposteur ou autre, franchement, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est pour ça que des structures d'accompagnement comme l'incubateur HEC, comme nos formations, comme un certain nombre de dispositifs d'accompagnement permettent justement de partager des bonnes pratiques ou de s'inspirer du succès d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément des personnes exceptionnelles, mais qui sont des personnes inspirées, qui ont adopté une certaine méthode. Alors après, il ne faut pas cacher le fait que c'est beaucoup de travail, Oui. c'est pas la semaine des 35 heures, c'est beaucoup d'abnégation, mais à partir du moment où vous développez quelque chose qui crée une vraie valeur, qui correspond vraiment à ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, et que la valeur est suffisante pour que vous puissiez vous payer, à un moment donné, ça donne des entreprises juste fantastiques où, encore une fois, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Vous insistez aussi, docteur, sur le fait d'avoir une proposition de valeur crédible. Du coup, en fait, selon vous, comment on peut faire pour ne pas tomber dans une idée floue ou juste pour avoir une idée comme ça, enfin, nice to have? Alors c'est là qu'il faut vraiment faire du terrain, se rendre compte du besoin racine. Par exemple, mon collègue Frédéric Iselin, toujours lui, prend l'exemple que si je veux perdre du poids, c'est pas le besoin, c'est un moyen. Alors peut-être que je suis en surpoids et que si je continue comme ça, j'aurai des problèmes de santé. Peut-être que je veux perdre du poids parce que sinon je vais devoir changer ma garde-robe avec des costumes extrêmement chers et que donc ça sera un préjudice financier. Ou peut-être que je cherche à perdre du poids pour être plus sexy sur des sites de rencontres. Voilà. Et c'est pas du tout la même motivation. Donc il faut identifier les motivations racines et des motivations réelles. Sinon, on va essayer on va formuler quelque chose de vague dont les gens n'ont pas besoin. Encore une fois, comme dirait mon collègue Frédéric Iselin, il faut que les gens queen, qu'il y ait un vrai besoin, une vraie insatisfaction et qu'on voit comment on peut résoudre ça. Et ensuite, il faut tester, il faut maqueter, il faut tester des bouts de cette offre. Par exemple, il y a 2 entrepreneurs que j'adore, c'est les fondateurs du groupe Big Mama qui, en 10 ans,
ans, on fait un groupe de 25 restaurants, 3000 personnes, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont vendus en LBO pour 270 millions d'euros. Mais ils ont testé au début leur concept à la cafétéria du bâtiment S, juste à côté. Donc ça leur a permis de tester les produits, des mozzarella, des pizzas, le service aux clients. Et sur la base de cette expérimentation, au demeurant, ils faisaient 500 à 600 ventes par jour, ce qui était absolument remarquable. Ça les a rendus crédibles puisque ça a montré l'obsession business, le pragmatisme. Ils ont peaufiné leur offre et ils ont levé 1,5 million contre 20% du capital. Donc d'emblée, ils ont valorisé leur entreprise 7,5 millions post-monnaie, 6 millions pré-monnaie, qui est une valeur supérieure à celle de la plupart des PME françaises, parce qu'on était en face d'entrepreneurs remarquables. J'ai d'autres étudiants qui sont en train de créer un groupe de restaurants inspirés de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. Ils ont fait la même chose avec un food truck. Ça a permis de tester les recettes, ça a permis de valider un certain nombre d'hypothèses et de rencontrer des vrais clients et de bénéficier de leurs conseils. Donc ce travail de pragmatisme qui peut se faire dans tous les domaines, dans presque tous les domaines. Alors évidemment, quand vous développez une nouvelle molécule, c'est très normé, les essais cliniques sont très barémés, mais il y a un certain nombre de choses que vous pouvez déjà faire, interroger des experts ou autres, ce qui vous permet d'éviter de faire fausse route d'emblée. Donc c'est cette humilité, ce pragmatisme, cette écoute qui fait vraiment toute la différence. Oui, effectivement. Et en lisant en fait vos articles, vous parlez bien en fait d'une approche en fait plus réaliste et le fait de transformer des problèmes en pépites. Est-ce que vous avez en fait un exemple là-dessus ou si vous pouvez aussi nous expliquer encore plus? Alors j'ai un autre exemple dont je suis fan, c'est mon ami le docteur François Pellen, qui est un ophtalmo qui a fait un passage par l'industrie et dont les différents travaux ont montré deux problèmes au niveau médical, au niveau ophtalmologique. D'une part, les patients qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, puisque le délai moyen d'attente il y a quelques années était de 5 à 6 mois en province pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo. Actuellement, vous avez encore ces attentes pour certaines spécialités médicales. Oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, pour les ophtalmos, vous aviez des gens qui avaient fait plus de 10 ans d'études et qui faisaient quand même, en recevant un patient, avaient à la fois un travail administratif, un travail de manipulation technique et un travail médical. Mais ce travail, ces éléments administratifs et techniques mangeaient à peu près 50% de leur temps. Et c'est pas forcément nécessaire d'avoir fait 10 ans d'études pour faire ça. Donc avec une meilleure organisation d'un cabinet, avec une approche industriel au sens noble du terme, François Pellen a développé un groupe, mais pour ça, il fallait d'abord effectivement qu'il teste cette offre, qu'il trouve des capitaux, qu'il soit convaincant, et tant qu'il n'avait pas testé ça, on n'avait pas les métriques. Donc il avait fait un business plan, un plan de développement d'une solidité absolue, avec un maximum d'études, ce qui lui a permis, encore une fois, de lever quasiment 1 million d'euros sur une très bonne valorisation, et à partir du moment où le concept a été prouvé, le groupe s'est développé au niveau national sur 50 centres Point Vision et ensuite s'est développé en télémédecine dans des déserts médicaux. Mais à la base, il y avait un travail absolument méthodique, un travail extrêmement rigoureux pour ne pas faire des hypothèses juste sur des intuitions. L'intuition est parfois, souvent, le raccourci d'une analyse approfondie, mais faut-il encore avoir l'humilité de faire ce travail d'analyse et d'interroger les patients ou les praticiens dans le domaine de François Pellen, où François disait « Certes, je suis un ophtalmo, mais je ne suis pas tous les ophtalmos, et donc je suis allé interroger mes collègues, et ce qui vous permet d'affiner ensuite son offre et de la peaufiner et de démarrer et de se mettre sur orbite dans de bonnes conditions. » Alors, on a vu le terrain, on a vu aussi la valeur concrète, et en ce qui concerne l'ikigai, vous nous avez bien parlé en fait de l'ikigai et de ce qu'on aime faire. Donc, du coup, en fait, avez-vous vu des cas ou des projets qui ont échoué, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais plutôt en fait, ils ont échoué parce que l'activité ne collait pas à la personne? Oui, alors d'abord, effectivement, l'échec est consubstantiel à la création d'une entreprise innovante ou d'une PME. 50% des PME ne franchissent pas le cap des 5 ans et 90% des startups échouent.
Start-up définie par entreprise innovante et de croissance. Et dans un nombre significatif de cas, c'est parce que l'équipe ne s'entend pas, n'a pas validé un certain nombre de points ou qu'un certain nombre de difficultés commencent à apparaître. Et si vous ne partagez pas une vision, si vous ne partagez pas équitablement aussi les corvées de la mise en œuvre, vous avez des équipes qui divergent, des gens qui quittent, des boîtes qui ne décollent pas. Parce que c'est facile de créer, mais ensuite de durer au bout de 2-3 ans. Et si vous n'avez pas fait ce travail fondamental de terrain d'observation dont on a parlé, ça fait des projets qui ne décollent pas, qui se délitent, des gens qui s'usent, et effectivement des équipes qui se séparent, et parfois dans la douleur. Alors, d'après ce qu'on a entendu et ce qu'on a compris, est-ce qu'il existe une méthode pour faire valider son idée ou bien l'avoir en fait préalablement sur le terrain? Alors, c'est tout l'objet de nos accompagnements et des cours de marketing, notamment de mon collègue Frédéric Iselin, mais c'est vraiment effectivement de se mettre à la place de l'utilisateur ou de faire des focus group, de les écouter, de voir avec leurs propres mots ce qui pose problème, quel est le problème, quelle est la conséquence du problème. Et donc c'est ce travail systématique d'interrogation de consommateurs, d'utilisateurs ou d'experts. Les experts peuvent avoir des bonnes idées, mais encore une fois, au final, on peut lancer une solution totalement disruptive. Pour reprendre l'exemple de mes amis de Big Mama, ils avaient envie de faire quelque chose ensemble, et il se trouve qu'ils aimaient bien tous les deux l'Italie, la gastronomie italienne. Ils ont visité pendant plus de 6 mois des tas de restaurants pour savoir quels étaient leurs fournisseurs, etc. Et les gens leur ont dit oui, tel restaurant, il faudrait qu'il y ait tant de monde, etc. Et au final, ils ont élaboré une offre tout à fait innovante en payant, je crois, les gens 20% de mieux, mais quand les gens sont ultra motivés, du coup, vous avez un bouche à oreille d'enfer. Big Mama, quand ça s'est ouvert, dès le lendemain, il y avait 1 à 2 heures de queue devant le premier restaurant, et donc là, vous explosez le seuil de rentabilité. Mais avant ça, il y avait un travail de terrain, de validation de l'offre, cette fameuse expérimentation à la café de l'HEC. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs peuvent le faire, maqueter le parcours utilisateur. Il y a un adage américain qui dit « fake it until you make it ». Enfin voilà, on peut faire un PowerPoint, ou on peut utiliser des outils de type Canva ou autre pour essayer de montrer son offre, ce qui permet aux gens de tester et de donner des feedbacks, même si l'offre est incomplète. Boris Argalia, le fondateur de Spartoo, a maquetté son site internet, ce qui lui a permis aussi, ce qui a permis à ses interlocuteurs de se projeter. Et là encore, cette obsession business, cette saine préoccupation business a fait de lui un entrepreneur crédible et lui a permis de lever 1 million d'euros, là encore, sur une très belle valorisation, alors qu'au début, il n'y avait que des slides. Il y avait des slides et du terrain et un vrai entrepreneur. Et quand un investisseur sent ça, finalement, il a confiance. Alors, docteur Étienne, merci infiniment pour cet échange passionnant. Et à vous aussi, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, si vous avez des idées que vous aimeriez qu'on entame, n'hésitez pas à nous écrire.